Approchez et prêtez l'oreille au récit de Grégoire de Tours. Dans ses chroniques, les conflits du pouvoir se poursuivent loin des champs de bataille, jusque dans les assemblées d'évêques réunis en concile. Et c'est là, au cœur de ces assemblées, qu'un évêque se dresse face au roi. Mais derrière cette confrontation, c'est tout un royaume qui se déchire. En 576, Mérové, fils du roi Chilpéric, prend pour épouse Brunehaut, veuve de son oncle et ennemie de son père. Le mariage est célébré à Rouen, malgré l'opposition du roi. Dès lors, Mérové apparaît comme un rebelle aux yeux de son père. Arrêté puis contraint à la fuite, il entraîne dans sa disgrâce ceux qui ont pris son parti. Parmi eux se trouve Prétextate, évêque de Rouen, dont le nom se retrouve associé au complot. À Paris, dans la basilique de Saint-Pierre où il est conduit, l'évêque est accusé de conspirer contre le roi et de soutenir Mérové. D'abord pour avoir permis son mariage, puis pour avoir répandu parmi le peuple des cadeaux précieux, dans l'intention de détourner l'autorité royale. Devant les 45 évêques réunis pour juger l'affaire, le roi prend la parole. « Par quelle raison, ô évêque, as-tu uni en mariage mon ennemi Mérové, qui aurait dû agir comme mon fils, avec sa tante? Tu as séduit le peuple par des présents, afin qu'aucun ne me gardât la foi qu'il m'a promise. Et tu as voulu livrer mon royaume entre les mains d'un autre. » Tandis que Prétextate nie les accusations portées contre lui, des témoins entrent dans la basilique. Ils présentent des joyaux à l'assemblée, affirmant qu'ils leur ont été donnés par l'évêque pour garantir leur fidélité à Mérové et les détourner du roi. Il reconnaît les faits, mais refuse d'y voir une trahison. Il n'aurait fait que répondre à des dons par d'autres dons. Alors que le roi quitte le concile, les évêques restent réunis dans la sacristie et échangent entre eux. L'un d'eux prend la parole. « C'est ici le moment de défendre votre honneur et votre réputation. Si vous laissez périr votre frère, nul ne vous reconnaîtra plus comme serviteur de Dieu. » Mais personne ne lui répond. Les évêques restent silencieux, craignant la colère de la reine Frédégonde, dont l'ombre pèse sur toute l'affaire. Alors Grégoire prend la parole. Il rappelle les règles des canons et met en garde contre les conséquences d'une condamnation injuste, appelant les évêques à ne pas laisser périr leurs frères. Mais deux d'entre eux, que Grégoire qualifie de flatteurs, se détournent aussitôt et vont rapporter au roi que son véritable ennemi dans l'affaire est Grégoire lui-même. Chilpéric fait mander ce dernier sans délai. Lorsque l'évêque arrive à lui, le roi se tient sous un abri de bois léger, dressé en plein air. Le voyant, le souverain lui lance alors « Ô évêque, tu dois dispenser la justice à tous. Et voilà que je ne puis obtenir de toi la justice. En toi s'accomplit le proverbe, le corbeau n'arrache point les yeux du corbeau. » Pour Chilpéric, défendre Prétextate revient pour Grégoire à protéger l'un des siens. À ces mots, Grégoire déplace l'accusation et rétorque. « Si quelqu'un de nous, ô roi, voulait s'écarter des sentiers de la justice, il peut être corrigé par toi. Mais si tu y manques, qui te reprendra ? Car nous te parlons, et tu ne nous écoutes que si tu veux. Mais si tu ne le veux pas, qui te condamnera ? » Chilpéric, irrité, menace Grégoire de le discréditer publiquement devant le peuple de Tours, avant de changer de ton et de chercher à l'apaiser. Grégoire, lui, refuse toute complaisance et renvoie le roi aux lois et au jugement de Dieu. Après avoir quitté sa présence, l'évêque se retire dans sa demeure. Dans la nuit, de grands coups résonnent contre la porte de sa résidence. Un serviteur est alors envoyé et rapporte à Grégoire que des messagers de la reine Frédégonde se tiennent sur le seuil. Après l'avoir salué, il l'exhorte de ne pas persister à s'opposer au jugement royal. Informé que tous les évêques avaient été ralliés à la condamnation de Prétextate, Grégoire se voit offrir 200 livres d'argent pour ne pas rompre l'accord. Il refuse, expliquant que quand bien même on lui offrirait une somme bien plus grande encore, il ne pourrait agir autrement que selon ce que prescrit Dieu. Il suivra la décision prise conformément au canon.
Le lendemain, le concile se réunit de nouveau dans la basilique de Saint-Pierre. Prétextate continue de se défendre et à plusieurs reprises, ses réponses mettent Chilpéric en difficulté. Selon Grégoire de Tours, le roi finit même par reconnaître auprès de ses proches que l'évêque l'avait vaincu par ses paroles. L'affaire semble alors s'enliser. Mais des conseillers du roi approchent Prétextate et lui suggèrent une autre voie. S'humilier devant Chilpéric et reconnaître ses fautes afin d'obtenir sa clémence. L'évêque se laisse convaincre. Lorsque l'assemblée se réunit de nouveau, Prétextate se prosterne devant le roi et confesse avoir voulu favoriser Mérovée contre son père. Aussitôt, Chilpéric présente cette confession comme la preuve de sa culpabilité. Des canons sont lus devant l'assemblée, et peu après, Prétextate est retiré du concile, placé sous surveillance puis envoyé en exil. Quant à Mérovée, sa fuite ne devait pas durer. Réfugié en Champagne, il cherche encore des soutiens et tente de rallier à sa cause ceux qui accepteraient de rompre avec son père. C'est alors qu'on lui fait parvenir une promesse. Des hommes de la région de Thérouanne lui assurent qu'ils sont prêts à abandonner Chilpéric et à le reconnaître pour roi, s'il consent à venir jusqu'à eux. Mérovée accepte et se met en route avec quelques compagnons. Mais l'offre n'était qu'un leurre. À peine arrivé, il est saisi et retenu prisonnier dans une ferme isolée, aussitôt entouré d'hommes armés. Des messagers sont envoyés à Chilpéric pour lui annoncer que son fils est enfin tombé entre leurs mains. Comprenant que son père ne tardera pas à arriver, Mérovée craint le sort qui l'attend. Selon Grégoire de Tours, il redoute moins la mort que les supplices auxquels ses ennemis pourraient le soumettre. Il fait alors venir auprès de lui l'un de ses plus proches compagnons, nommé Gaïlène. Il lui adresse alors ce qui demeurera sa dernière requête. Nous n'avons eu jusqu'ici qu'une âme et qu'une volonté. Ne souffre pas que je sois livré entre les mains de mes ennemis. Prends une épée et enfonce-la dans mon corps. Gaïlène obéit. À la demande même de Mérovée, il lui enfonce sa lame dans le corps et le tue avant l'arrivée du roi. Lorsque Chilpéric parvient sur les lieux, son fils est déjà mort. Ainsi s'achève la rébellion de Mérovée, loin du trône qu'il avait un temps espéré conquérir. Après la mort du roi Chilpéric, Prétextate sort de son exil. À Rouen, il retrouve Frédégonde. L'échange est bref, mais chargé de menaces à peine voilées. L'évêque ne se contente pas de se défendre, il accuse et annonce que les puissants finissent toujours par tomber à leur tour. Peu après, alors qu'il célèbre l'office du jour de Pâques, un homme s'avance dans l'église. Il frappe l'évêque au moment même où celui-ci est assis dans sa chaire. Gravement blessé, Prétextate est emporté chez lui. Frédégonde vient le voir, feignant l'ignorance et proposant des soins. Mais l'évêque refuse. Il sait déjà que sa fin est proche. Après avoir mis de l'ordre dans ses affaires, il meurt dans sa maison, entouré de quelques fidèles. Sous la plume de Grégoire de Tours se dessine une justice où les silences pèsent autant que les accusations. Au milieu des évêques réunis, les serments s'achètent, la peur dicte les fidélités et les vengeances poursuivent leur cours. Le concile juge et les canons encadrent le feu des rivalités dynastiques. Mais rien ne paraît pouvoir éteindre les braises de la Fède. Elle demeure en suspens, patiente, attendant son prochain dénouement. Et dans ce silence, la question adressée au roi demeure sans véritable réponse. Si tu manques à la justice, qui te condamnera ?